dans le tourbillon éblouissant de la haute société, où le glamour et les secrets s'entremêlaient comme des fils de soie et d'or, Gloria Guinness dissimulait des mystères plus sombres que le velours de minuit de ses robes emblématiques. Née dans un monde bouleversé par les révolutions et le déclin aristocratique, elle se transforma en l'une des figures les plus énigmatiques du XXe siècle. Icône de la mode qui imposa des tendances, rebelle face aux conventions sociales, prétendue espionne mêlée à l'élite nazie, allant même jusqu'à dîner avec Hitler en personne, et mondaine dont le magnétisme éblouit les salons du pouvoir, de Berlin à Paris. Sa vie la conduisit à des confrontations épiques avec des rivales comme Babe Paley, transformant son existence en un roman d'espionnage devenu réalité. Accompagnez-nous dans ce fascinant voyage à travers la vie de Gloria Guinness, la mondaine espionne qui défia toutes les attentes. Gloria Rubio y la Torre vint au monde le 27 août 1912 à Guadalajara, au Mexique, en pleine période de tourmente qui forgea à jamais son caractère. Son père, José Rafael Rubio y Torres, était un journaliste libéral qui soutint avec ferveur le président réformiste Francisco Primo Madero. Alors que Gloria n'avait qu'1 an, le président fut destitué, arrêté et assassiné brutalement. Son père dut fuir le pays pour s'exiler, mourant à San Antonio, au Texas, alors que Gloria n'avait que 5 ans. Plus d'1 million de Mexicains périrent durant ces années sanglantes de vengeance et de guerre civile. Dès son plus jeune âge, je ne connus que 2 influences, le bien et le mal, se rappellerait-elle des années plus tard. Ma mère, l'Église, les nonnes, avec leurs paroles et leurs actions toujours strictes, vertueuses et claires, et parfois intolérablement cruelles, étaient, m'a-t-on dit, les seules influences positives que je connaîtrais dans ma vie. Plus tard, je découvrirai que cela n'était pas si loin de la vérité. Sa mère, Maria Luisa Dolores Alatorre y Diaz Ocampo, était une aristocrate qui perdit la plupart de ses terres au profit des paysans durant la Révolution. Bien qu'elle aurait pu se permettre des vêtements confectionnés, elle choisit de concevoir et de créer personnellement les tenues de Gloria, prenant plaisir à ce processus créatif et inculquant à sa fille une leçon sur la valeur de rester occupée et industrieuse. Gloria trouvait de l'inspiration même dans les habits des nonnes qu'elle observait. Dans ses mémoires, elle écrivit « Aucun vêtement ou costume ne sera jamais aussi sûr ou aussi beau que n'importe lequel des nombreux habits différents portés par les nonnes. » Elle admirait leur combinaison parfaite de mode et de fonctionnalité. On lui disait constamment qu'elle était la plus belle enfant du Mexique, et sa mère l'exhortait à ne jamais se contenter de moins. Cette conviction, alliée à sa beauté saisissante, captiva beaucoup dès son plus jeune âge. En 1933, à l'âge de 20 ans, Gloria épousa Jacobus Henrik Franciscus Scholtens, un Néerlandais de 47 ans qui dirigeait une usine de sucre. Ce mariage lui offrit à la fois un statut et une échappatoire à sa vie d'alors. Mes cheveux étaient noirs et mes yeux étaient noirs, mais en Europe, presque personne n'avait été au Mexique. Alors les gens me remarquaient, se souvenait-elle. Elle commença à exagérer certains aspects de son passé, accentuant son accent mexicain et commettant des erreurs délibérées en français. Les hommes adoraient ça, confessait-elle. Sa philosophie sur l'élégance était simple mais puissante. Le meilleur ami d'une femme n'est pas un diamant, mais une petite robe noire. C'est tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez une petite robe noire et que vous savez comment la porter, vous pourriez obtenir un tas de diamants. Bientôt, elle se retrouva à côtoyer des magnates fortunés, des nobles et des maharajas. Le mariage avec le Néerlandais ne dura pas longtemps. Gloria avait des ambitions plus élevées qui transcendaient les limitations provinciales. En 1935, Gloria se remaria, cette fois avec Franz Egon von Fürstenberg, un comte allemand issu d'une des familles les plus anciennes d'Allemagne. Elle devint comtesse allemande, se mêlant à l'élite germanique à l'époque du Troisième Reich,
assistant même à des soirées où Hitler était présent. En 1936, Gloria donna naissance à une fille, puis 3 ans plus tard à un fils. Malgré son ascendance mexicaine, qui aurait pu être considérée comme compromettante pour la pureté raciale prônée par les nazis, son statut d'épouse d'un comte allemand la protégeait. Les lois rigides, bien que strictes, n'étaient pas encore pleinement appliquées, lui offrant une certaine exemption grâce à l'influence de son mari. Alors que les nazis proclamaient l'aube du Reich de Milan, la vie de Gloria à Berlin était marquée par le luxe au milieu de la tourmente. Le champagne français et les chocolats belges étaient monnaie courante dans son cercle social. Cependant, son mari fut enrôlé pour combattre sur le front russe, laissant Gloria à Berlin avec ses 2 jeunes enfants. La guerre s'intensifia, et en 1943, Berlin était soumise à des bombardements incessants. Malgré le chaos, Gloria trouva refuge dans la vibrante vie nocturne de la ville. Lors d'une de ces soirées, elle rencontra Walter Schellenberg, un haut officier nazi et chef du service d'espionnage allemand, qui avait également eu une liaison avec Coco Chanel. Tous deux étaient de mariés. Schellenberg était le parfait officier nazi, séduisant, affable et habile dans la conversation. Il possédait une personnalité très captivante, était très ambitieux et était devenu chef des renseignements et du contre-espionnage allemand sous les ordres de Heinrich Himmler. Gloria commença à fréquenter des lieux avec lui, se mêlant à l'élite nazie. Quand l'Allemagne commença à s'effondrer, elle décida de partir, et Schellenberg l'aida à organiser son départ pour Madrid. Lors d'une corrida avec Schellenberg, elle fut repérée par un agent de renseignement américain qui, quelques semaines plus tard, l'approcha. Gloria décida qu'elle en avait assez de l'Allemagne et commença à parler avec les Américains. Selon les révélations ultérieures d'Aline Griffith, comtesse de Romanone et espionne de l'OSS, précurseur de la CIA, Gloria avait travaillé comme agent pour l'Axe pendant la guerre, entretenant des relations étroites avec d'importants nazis comme Hermann Göring et Adolf Hitler lui-même. Après la fin de la guerre, Gloria se fiança avec Ahmad Fakhri, un Égyptien dont le père était ministre des Affaires étrangères, et retourna à Paris, où elle rencontra Duff Cooper, l'ambassadeur britannique en France. « L'argent c'était est comme l'eau », disait Gloria, « et les gens ne peuvent pas vivre sans eau. » Duff Cooper fut totalement charmé par Gloria, malgré sa femme et sa maîtresse. Bientôt, ils entamèrent une liaison. « Je ne pense pas avoir aimé physiquement quelqu'un autant », déclara Duff plus tard. On l'avertit au sujet de cette relation, lui disant qu'elle avait été agent de la Gestapo pendant la guerre, mais il était follement amoureux. Quand Gloria lui assura que ce n'était pas vrai, il la crut aveuglément. Cependant, quelques semaines plus tard, elle lui téléphona depuis l'aéroport, disant qu'elle partait pour le Mexique. Elle ne lui dit pas qu'elle allait épouser son amant égyptien. Après le mariage, Gloria revint à Paris et tenta de reprendre la liaison, mais Duff n'était plus intéressé, la traitant de prostituée. De plus, les autorités françaises voulaient l'expulser du pays pour son rôle pendant la guerre. Mais Duff, qui avait encore des sentiments pour elle, intervint, et elle fut autorisée à rester. Son mariage avec l'Égyptien ne dura pas longtemps, Gloria prenant d'autres amants, et il se termina après 3 ans. Désormais mère de 3 enfants, elle approchait de la quarantaine avec peu d'argent à son nom. C'est alors qu'elle rencontra l'héritier bancaire Lowell Guinness, qui possédait 200 millions de dollars, faisant de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Guinness avait piloté des avions de chasse pendant la bataille d'Angleterre et avait reçu la Distinguished Flying Cross. En avril 1951, ils se marièrent à Antibes. Immédiatement, Gloria chercha à se hisser au sommet des cercles sociaux et se lia d'amitié avec la duchesse de Windsor. Elle n'exprima aucun remords pour le rôle qu'elle aurait pu jouer pendant la guerre.
Maintenant qu'elle avait de l'argent, Gloria le dépensait généreusement en vêtements. 200 000 $ par an, une somme astronomique pour l'époque. Ce n'était pas seulement les vêtements, mais toute la cérémonie. Elle aimait arriver aux fêtes et se présenter au monde. Mes vêtements ne me définissaient pas. C'est moi qui définissais mes vêtements, déclarait-elle avec fierté. Women's Wear Daily la qualifia de summum de l'élégance et écrivit qu'elle était sans effort, élégante, intéressée par le théâtre, l'art, les gens et la vie, une véritable inspiration. Elle était irritée que, lorsque Jack Kennedy était à la Maison-Blanche, Jackie soit presque universellement considérée comme la femme la mieux habillée des États-Unis. Gloria trouvait absurde que Jackie soit devant elle sur la liste des mieux vêtus. 4 mois après l'assassinat de Kennedy, lors d'une scène où Jackie fut mentionnée, Gloria se moqua d'elle, lançant des accusations selon lesquelles Jackie ne représentait pas l'idée d'élégance, mais était plutôt banale. Gloria obtint une certaine revanche lorsque Jackie épousa Onassis et que le couple vint dîner en Floride. Onassis dit à sa femme, « Tu es affreuse. Regarde Gloria, regarde-toi, tu es un désastre. » « Je sais, je suis désolé. Je me suis habillée à la hâte, » répondit Jackie. Gloria, souvent considérée comme la plus élégante des cygnes de Capote, faisait face à une rivalité féroce avec la favorite de Capote, Babe Paley. Babe répandait des rumeurs sur le prétendu passé de Gloria en tant que travailleuse dans un club nocturne mexicain, ce qui poussa Gloria à chercher une vengeance subtile. Lors d'une occasion, les Guinness reçurent les Paley sur leur yacht. Gloria assura à Babe que la réunion serait décontractée, ce qui amena Babe à s'habiller de manière informelle. Cependant, Gloria apparut le premier soir, parée de bijoux extravagants et de tissus luxueux, pour un dîner formel, où Babe se sentit notoirement mal habillée et embarrassée. L'année suivante, anticipant d'autres stratagèmes, Babe arriva préparée avec ses tenues les plus élégantes, déterminée à ne pas être surpassée par Gloria à nouveau. Cette fois, cependant, Gloria s'assura simplement que toutes les fêtes se tiennent sur le yacht, ne laissant jamais à Babe l'occasion d'exhiber ses robes en public. Gloria devait toujours éclipser tout le monde. Après s'être mêlée à Truman Capote et s'être inspirée de ses dialogues intellectuels, Gloria aspira à explorer son propre potentiel créatif. Poussée par cette nouvelle inspiration, elle se lança dans l'écriture, créant une pièce de théâtre qui attira l'attention de la scène théâtrale londonienne. Cependant, malgré la promesse de sa carrière naissante de dramaturge, sa vie personnelle imposa des contraintes. Elle, ultimatum de son mari, lui demandant d'abandonner ses ambitions pour se conformer aux devoirs traditionnels d'épouse, la força à arrêter la production. Ses amis déplorèrent cette décision, notant qu'elle était confinée par une attente conjugale qui étouffait son potentiel, commentant qu'elle aurait pu tout faire, mais qu'il l'avait transformée en femme au foyer. Refusant d'être réduite au silence, Gloria se tourna vers le journalisme, canalisant ses observations perspicaces et ses perspectives uniques dans une chronique pour Harper's Bazaar. Là, elle exprima ses opinions audacieuses sur la mode et la société, sans crainte de partager ses pensées. Dans une chronique, elle écrivit « Qu'est-ce qui rend une personne élégante? Elle est originale, sans être novice, immodeste, mais jamais vulgaire, immorale, mais jamais obscène, notoire, mais jamais infâme. » Dans une autre, elle écrivit sur son opinion des hommes. Dieu a créé Ève pour que les hommes puissent créer de l'argent. Et c'est à travers les désirs d'Ève que le monde continue de tourner. Les hommes n'ont pas d'imagination, mais ils ont de l'ambition. Et c'est par leur convoitise que les choses ont prospéré. Et les femmes étaient là pour récolter les fruits de leur travail. Dans une troisième, elle écrivit avec colère sur la jeune génération de femmes des années 60. Maudites soient ces jeunes filles, leur arrogante assurance, la perfection de leur peau, la mini-jupe. J'ai pitié d'elles.
elles devront affronter les années 70 avec toute la misère morale qu'elles se sont attirées. S'il y avait une chose que Gloria savait faire, c'était lancer une mode. Elle était l'une des modèles préférés d'Emilio Pucci, et cette mondaine élégante fut l'une des premières de femmes à porter sa nouvelle forme élégante de pantalon capri, créant une sensation. Plus audacieux encore, Gloria aimait les porter en blanc, établissant une tendance que d'innombrables femmes à travers le monde suivraient. Elle fut habillée par plusieurs designers de renom, tels que Cristobal Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Marc Bowen chez Christian Dior, Chanel, Hubert de Givenchy, Yves Saint-Laurent, Valentino Garavani et Halston. Le 9 novembre 1980, la famille Guinness connut une autre tragédie. Ce jour-là, Gloria s'effondra d'une crise cardiaque et mourut en Suisse à l'âge de 68 ans. Elle était étonnamment jeune pour son destin, et des rumeurs circulent encore sur la véritable nature de sa fin. Certains soupçonnèrent un acte criminel. D'autres crurent que Gloria, lassée de sa vie glamour et ressentant le vide de son existence dorée, aurait pu mettre fin à ses jours dans un élan de désillusion. Quelle que soit la vérité, elle eut des funérailles somptueuses auxquelles assista l'élite sociale, venue rendre hommage à elle et à sa vie. Alors que le rideau tombe sur l'histoire de Gloria Guinness, nous restons à contempler la vie d'une femme qui navigua au sommet de la haute société avec une grâce inégalée, mais qui lutta avec les ombres de l'intrigue et de la controverse. Son histoire, un tissu de glamour, d'espionnage et de désamour, nous défie de regarder au-delà de la surface brillante, révélant l'interaction complexe de l'identité et du destin. Gloria Guinness ne fut pas seulement une figure d'élégance et de mystère, elle fut un témoignage de l'attrait durable d'une énigme qui continue de captiver et d'inspirer longtemps après son dernier salut. En Guinness, nous voyons une femme qui fut à la fois une maîtresse de la réinvention et une créature de son temps. Sa vie fut une démonstration magistrale de la manière dont la beauté, l'intelligence et l'ambition peuvent en forger un destin extraordinaire, même lorsque ce chemin est pavé de secrets sombres et de vérités dangereuses. Des haciendas dévastées de la révolution mexicaine aux salons les plus exclusifs d'Europe, des cercles nazis de Berlin aux pages de Harper's Bazaar, Gloria Guinness construisit une existence qui défia toutes les attentes et conventions. Son histoire reste un rappel fascinant que derrière chaque façade parfaite peut se cacher une réalité bien plus complexe et captivante que quiconque aurait pu l'imaginer. Dans une époque où la frontière entre réalité et fantasme se brouille souvent, Gloria Guinness vécut une vie qui surpassa tout roman d'espionnage jamais écrit.